Cédric Villani, bonjour, on ne vous présente plus, mais je rappelle quand même en quelques mots qu'on vous a découvert en 2010, lorsque vous avez obtenu la médaille Fields, consécration suprême dans votre discipline, la mathématique. Vous avez ensuite exercé nombre d'engagements scientifiques, bien sûr, mais aussi managériaux, à la tête de l'Institut Henri Poincaré et associatif, avant d'opter en 2017 pour le métier d'élu politique, en l'occurrence député de l'Essonne. Vous êtes entré au Palais Bourbon sous l'étiquette LREM. Aujourd'hui, vous êtes non inscrit. Vous avez concouru au municipal à Paris et vous soutenez désormais Yannick Jadot à la présidentielle. Vous êtes membre de l'Académie des sciences et présidez l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et s'il y a aujourd'hui deux engagements auxquels vous êtes particulièrement sensible, c'est celui d'une Europe fédéraliste et celui de l'écologie. Nous y reviendrons plus tard. Nous allons donc aussi parler de vous dans votre intimité, mais aussi de gestion de la pandémie, de présidentielle, de démocratie, d'entreprise, de droits humains, d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, avant de commencer, une petite question. Faut-il emmerder les non-vaccinés? Et si oui, jusqu'à quel point? Bonjour Denis Lafay, merci de lancer le débat comme ça de façon aussi punchy. Je ne me retrouve pas du tout dans la citation du président de la République. Et je pense d'abord, j'aimerais qu'on parle un peu plus des vaccinés, des non-vaccinés. Rappelons qu'il y a 90% de vaccinés dans la population éligible. Il y a fin 2020, toute fin 2020, quand on a commencé à travailler sur ces sujets, à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Parlement, on n'espérait pas du tout obtenir un chiffre aussi élevé. Aujourd'hui, il y a 85% parmi les adolescents éligibles qui sont vaccinés. On n'aurait jamais espéré qu'il y en ait autant. Alors commençons par dire, au lieu de se focaliser sur les non-vaccinés, la France est un pays très vacciné, parmi les mieux vaccinés dans l'Occident, et réjouissons-nous-en. Et puis, non seulement je trouve ça pas du tout digne de monter les Français les uns contre les autres, on a souvent dans nos entourages des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Dans mes proches, il y en a quelques-uns. Parfois, il y a des discussions difficiles. Que leur dites-vous? Que leur dites-vous? Que leur dites-vous? Je leur dis, voyez, regardez les chiffres. Je leur dis, je pense que tu aurais intérêt de vacciner. Il y en a dans la famille qui sont moins amènes, pour lesquels ça va au clash. Mais je pense qu'on a besoin de se sentir unis les uns les autres. Vous le scientifique. Permettez-moi aussi. La bonne citation, c'est « j'ai envie de les emmerder ». On est en régime parlementaire ou on est avec un président tout-puissant? Enfin, je ne sais pas, c'est ma conception des institutions. Mais dites-moi, Cédric Villani, vous, le scientifique, cette défiance envers la science, qui est en fait l'un des moteurs chez les non-vaccinés, comment vous l'interprétez? Attention, pas de caricature. Je Je vous parlais de personnes dans mon entourage qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Dans les cas que j'ai en tête, ce sont des profils éduqués, instruits, ingénieurs. Dans les deux cas, des gens qui ont fondé leur boîte sur des technologies. Je vous rappelle que pendant longtemps, Elon Musk ne voulait pas se faire vacciner. On ne peut pas dire que ce sont des gens qui se défient de la science. Pour certains, c'est des convictions religieuses ou philosophiques. Pour d'autres, c'est une défiance envers le gouvernement. Une grande partie de mon travail, ça a été de dire, écoutez, le vaccin, ne croyez pas que c'est le vaccin du gouvernement, ne croyez pas que c'est le vaccin du président, ne croyez pas que c'est une administration qui veut vous l'imposer. C'est un vaccin derrière lequel il y a eu un travail scientifique acharné. C'est un vaccin derrière lequel des chercheurs ont passé leur vie, en particulier sur l'ARN messager et la façon d'utiliser cette science de l'ARN messager pour en faire des vaccins. Il y a cette chercheuse hongroise célèbre, dont le nom m'échappe là à l'instant, qui a risqué sa réputation et sa carrière à une époque pour le développer. C'est une grande aventure humaine derrière. Mais là, j'aimerais prendre pour repère les propos du nouveau chancelier allemand Olaf Scholz, social-démocrate, allié dans une coalition avec les Verts, donc votre camp. Il a déclaré la guerre, je le cite, contre les non-vaccinés. Une infime minorité désinhibée et chargée de haine, et cette guerre qu'il mène, je le cite encore, au nom de la démocratie, devrait prendre la forme d'une obligation vaccinale. Ça vous inspire quoi, quand même, les propos outre-Rhin de ce chancelier? Je ne me retrouve pas dans les propos du chancelier Olaf Scholz. Je vous rappelle que c'est une coalition, effectivement, outre-Rhin, dans laquelle nous avons le SPD, les Verts, mais aussi le FDP, les libéraux. Je préfère citer les propos du président allemand dans l'occasion des vœux en 2020, quand il avait dit avec beaucoup de sagesse « Ce n'est pas une guerre,
C'est une épreuve dans laquelle ça fera ressortir le meilleur et le pire de notre humanité. Le meilleur, nous l'avons vu, avec des personnels, des gens qui se sont dévoués de façon extraordinaire, des personnels dans les hôpitaux, des personnels dans toutes les fonctions support, dans le ménage ou ailleurs, qui ont été héroïques dans bien des cas. Le pire, nous l'avons vu aussi dans certaines manifestations haineuses, comme la manifestation dans laquelle mon collègue Stéphane Claireau, député de Saint-Pierre-et-Miquelon, s'est retrouvé pris à partie, dans laquelle on lui a jeté des projectiles au visage, dans laquelle on a arraché son masque, dans lequel on a déposé des menaces pour lui et pour sa famille. On a vu le meilleur, on a vu le pire. Essayons d'être du côté du meilleur. Vous, Cédric Villani, qui êtes si attaché à la liberté, c'est vraiment l'un des marqueurs de votre identité, de votre personnalité. Lorsque cette liberté individuelle de ne pas se vacciner met en danger le collectif et finalement constitue un défi à la solidarité, vous dites quoi? Et vous avez envie de dire quoi? Premièrement, regardons de façon objective ce que nous dit la science, ce que nous disent les scientifiques. Dans n'importe quel vaccin, et ça vaut pour tous les vaccins, il y a une part de protection de soi et une part de protection de l'autre, pour éviter la transmission, pour éviter la contagion, etc. Ce qu'on voit maintenant, c'est que dans ce vaccin, le curseur est un peu plus du côté de la protection personnelle et un peu moins du côté de la protection altruiste que ce qu'on avait cru. Parce que le vaccin, ils nous le disent, et il y a quelques jours, Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique, nous le disait, il protège la transmission moins bien que ce qu'on croyait et que ce qu'on disait il y a encore quelques mois et quelques semaines. Oui, on le constate et on doit l'admettre. En revanche, c'est un très bon protecteur pour les formes graves. On voit que les personnes qui sont vaccinées avec leur booster, aujourd'hui, dans la vague Omicron, ne souffrent que globalement très peu, en grande majorité. Donc c'est un peu plus un choix individuel, un peu moins un choix altruiste. Ça c'est pour le vaccin. Maintenant ici, il y a un autre débat qui est plus délicat, celui des places disponibles dans les urgences, des déprogrammations ou autres. Et c'est un débat qui va au-delà de l'hôpital. C'est un débat qu'on voit aussi dans toutes les administrations. Mais ce que me disait bien le président du grand hôpital, groupement hospitalier Nord-Essonne, dans ma circonscription, c'est que cette vague-ci, là en ce moment, elle est fort différente des vagues précédentes. Ce n'est pas une vague dans laquelle les niveaux d'entrée dans les hôpitaux sont phénoménaux. On a vu pire, ils ont vu jusqu'à 3 fois pire dans l'hôpital que j'ai en tête. En revanche, elle est particulièrement dure pour les personnels parce que beaucoup de personnels sont absents. Certains sont malades, certains sont cas contact, certains sont en burn-out, certains sont en dépression. Et on voit ici que la grande priorité, c'est pas de se focaliser en attaquant les uns et les autres, en désignant du doigt la petite proportion non vaccinée, que de toute façon on n'arrivera pas à vacciner à temps contre la vitesse de l'épidémie qui est là. L'urgence, c'est d'insister sur le positif, la solidarité, et de continuer à renforcer aussi vite que possible les salaires, les facilités, la façon de dire à nos personnels soignants combien on est fiers d'eux, combien la société tout entière repose sur eux et combien on a un intérêt, on a une importance majeure de revaloriser dans l'avenir toute la fonction. On va passer maintenant au présidentiel. C'est l'actualité, bien sûr, l'actualité qui va nous occuper pendant ces 3 prochains mois. Et pour parler de vous, on le verra un peu plus tard dans notre entretien, je me suis replongé dans un livre que j'ai conduit en 2020, qui était consacré à Jean Ferrat, dont on commémorait alors le 10e anniversaire de la mort. Et vous êtes l'auteur de la préface. Et donc je me suis amusé à puiser dans votre texte ce qui peut nous permettre de mieux vous cerner. Mieux vous cerner et donc faire aussi le lien avec l'actualité. Vous partagez avec Ferrat, je vous cite, le rêve d'un printemps ininterrompu, gagné à coups de grandes processions populaires. Je n'ai pas l'impression que le printemps qui s'annonce va exaucer votre vœu. Est-ce que je me trompe? On peut toujours rêver. Il n'y a pas longtemps, nous avions les grandes manifestations des jeunes pour le climat. Et c'était un spectacle qui me réchauffait le cœur. Force est de constater que dans le contexte de Covid, dans le contexte aussi où les pouvoirs politiques en France comme ailleurs se sont montrés intransigeants comme des murs face à l'ampleur des changements qui sont demandés, on a une jeunesse qui, là, maintenant, est plutôt découragée. Et un militantisme qui se cherche. Tout cela n'a qu'un temps. Le Covid n'a qu'un temps. La vague du Covid, peut-être que la crise Covid, elle aura duré au total 2 ans, 3 ans, quelques années en tout cas. La question climatique, elle est devant nous pour encore des décennies. Nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants continueront d'en parler, ainsi que de la crise de la biodiversité, ainsi que plus généralement de la crise environnementale. Ce printemps ininterrompu, s'il n'est pas pour là, maintenant, tout de suite,
j'espère et j'appelle de mes vœux qu'il soit dans les années qui viennent. Parlons de valeurs, parlons de gauche. Si l'on additionne les intentions de vote d'Anne Hidalgo, d'Arnaud Montebourg, de Jean-Luc Mélenchon, de Fabien Roussel, d'Yannick Jadot, on culmine, on plafonne à 20% à peu près. Et l'entrée en matière de Christine Taubira ne devrait pas, enfin, pour l'heure, ne change pas grand-chose. Et encore, vous savez que ça n'a guère de sens d'ajouter les pourcentages, parce qu'il n'y a jamais de report parfait dans Exactement. les uns et les autres. Il y a plutôt une part de substitution d'ailleurs. Quel enseignement faut-il en tirer? Par exemple, qu'Emmanuel Macron est finalement un homme de gauche qui attire à lui une partie substantielle de l'électorat de gauche, ou alors que les marqueurs idéologiques et historiques de la gauche sont devenus obsolètes. D'abord, je ne me retrouve pas dans la classification implicite que vous venez de donner en installant l'écologie dans la gauche. Pour moi, il y a la gauche, il y a l'écologie, il y a la droite. Et encore, on est une démocratie mature, on voit qu'il y a plus de nuances que ça. Et c'est pas que en France qu'il y a des nuances comme ça. Regardez l'Allemagne, vous en parlez tout à l'heure. Vous avez une gauche radicale, c'est Die Linke. Vous avez une gauche social-démocrate, c'est le SPD. Vous avez les Verts, qui se retrouvent en alliance avec non seulement les sociodémocrates, mais aussi les libéraux en l'occurrence. Vous avez une droite, c'est la CDU, le CSU. Vous avez une extrême droite. On ne peut pas faire l'amalgame et juste se contenter d'additionner. Vous ne partagez pas, pardonnez-moi, je lisais tout à l'heure le nouveau livre de Bruno Latour. Il dit du mouvement écologique, de la pensée écologique, que c'est une pensée de gauche au carré. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, si on considère que quand on parle de gauche, il faut mettre l'accent sur le côté révolutionnaire, le fait de changer de modèle, oui. L'écologie, c'est vraiment changer de modèle. Pas seulement changer les lois, mais aussi changer les habitudes, changer toute la société, changer la façon dont l'humain se considère par rapport au vivant. C'est la seule, la pensée écologiste, c'est la seule qui n'est pas partie de l'humain, mais partie du monde tout entier, de l'environnement, de la nature. Vous pensez qu'elle peut transcender les clivages politiques? Alors, c'est un débat qui dure depuis 40 ans, et on ne va pas se lancer là maintenant dans ce débat. Je vous renvoie à l'excellent livre d'Arthur Nazaré sur l'histoire de l'écologie politique depuis René Dumont 1974, et on voit que depuis ce moment, ça a été un débat, encore aujourd'hui. Est-ce que l'écologie est de gauche ou est-ce que l'écologie c'est ni droite ni gauche? Vous avez des philosophes, Dominique Bourg qui est tenant de la thèse ni gauche ni droite, ou Pierre Charbonnier qui est tenant de la thèse l'écologie est à gauche. Excusez-moi, on peut se faire plaisir en passant notre vie à en disserter, mais l'important n'est pas là. Alors Emmanuel Macron est-il un homme de gauche et les valeurs de gauche sont-elles devenues obsolètes? Pour moi, Emmanuel Macron est un centriste, libéral, avec un accent sur le européen, sans conteste. Ce n'est pas un écologiste. Du moins, il n'a pas montré dans son mandat un empressement à mettre les valeurs écologistes en premier. Il y a des questions, il y a des points sur lesquels il a réussi, il y a des points sur lesquels il n'a pas réussi. Et d'ailleurs, il l'a admis dans certaines interviews. Et sur le côté écologiste, et je vais parler de gouvernement, parce que je fais partie de ceux qui pensent que dans une démocratie, c'est pas à une personne de tout cristalliser, d'avoir tous les pouvoirs sur lui ou sur elle, mais c'est bien en termes de gouvernement et de parlement qu'il faut parler. Les gouvernements que nous avons eus ces dernières années n'ont pas poussé les valeurs écologistes, du moins pas du tout au niveau d'ampleur que l'urgence écologique le demande. Le fait que les intentions de vote cumulées des personnalités de gauche plafonnent si bas, est-ce que ça signifie que, il faut toujours se rappeler que le marqueur idéologique le plus important de la gauche, c'est la lutte contre les inégalités sociales, la lutte contre les injustices sociales. Est-ce que ça signifie que finalement, aujourd'hui, ce n'est plus une priorité des Français? C'est une priorité, on le voit dans les enquêtes d'opinion, ça reste très haut dans leurs demandes. Et aussi dans un contexte écologiste, c'est une priorité. Vous ne pouvez pas réaliser une transition écologiste qui ne soit pas sociale. Parce que s'il y a de l'injustice, d'abord parce qu'il y a de l'injustice, ça vous reviendra en boomerang de façon terrible. L'une des causes des Gilets jaunes, c'est une mesure qui se voulait écologiste, mais qui n'avait pas, la fiscalité écologiste, mais qui n'avait pas été pensée avec une mesure sociale. Parce que quand il y a une société qui se transforme, si certains ont l'impression que ça se fait de façon injuste et que tout change pour que rien ne change, mais que ceux qui font le plus d'efforts sont ceux qui souffrent déjà le plus, ça ne marchera pas. Et ensuite, parce que l'injustice, elle est déjà inscrite dans l'empreinte écologiste. Quand des gens comme Yannick Jadot demandent un impôt sur la fortune climatique, ça part d'une réalité. Et la réalité, c'est que les classes les plus aisées polluent
beaucoup plus que les classes les plus modestes. Ce sont des différentiels énormes. On dit qu'à l'échelle mondiale, c'est genre les 1% les plus aisés qui polluent autant, je ne sais plus, que les 50% les plus modestes. C'est l'ordre de grandeur est comme ça. C'est un différentiel de plusieurs ordres de grandeur. Quand vous qui avez été un équipier proche, très proche d'Emmanuel Macron, vous êtes éloigné, bien sûr, au moment de la présélection à la mairie de Paris. Objectivement, quand vous regardez le volet économique, social, vaccinal aussi, de sa gestion de la crise, est-ce que vous ne vous dites pas chapeau? Premièrement, toujours pareil, est-ce que c'est un homme qui gère la crise ou un gouvernement, une équipe? Je vous rappelle le rôle important qu'a joué Édouard Philippe, le rôle majeur qu'a joué Édouard Philippe dans la crise de la première vague. Je n'ai pas toujours été d'accord avec Édouard Philippe sur bien des sujets, mais force est de reconnaître qu'il a joué un rôle remarquable dans la gestion de cette crise, aussi dans son explication. Souvenez-vous de ces grandes conférences de presse où le gouvernement était présent pour parler longuement de ce qu'on savait, de ce qu'on ne savait pas. Et là, je dis chapeau. La partie la plus dure peut-être dans cette crise, c'est pas connu, c'est pas su de tout le monde. Dans la première vague, ça a été le moment où on a créé une pénurie de curares dans les hôpitaux. Ça veut dire problème d'anesthésie, ça veut dire une crise majeure dans les hôpitaux. Ça a été réglé par le gouvernement à cette époque-là, en coulisses, dans une tension extraordinaire et sans que ça fasse beaucoup de vagues. Chapeau. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, pareil, je n'ai pas toujours été d'accord avec lui, mais globalement, il a fort bien mené sa barque dans un contexte de turbulence énorme. Je suis admiratif du travail qu'il a fait sous une pression considérable qui venait de tous les côtés. Et quant à l'Office parlementaire scientifique, nous avons été chargés par le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, de faire un premier rapport sur la gestion de la vaccination. Nous avons rendu nos conclusions dans les tout derniers jours de 2020. Globalement, alors que l'Office que je présidais était constitué seulement à 1/4 de majorité présidentielle et à 3/4 d'opposition, parce que le Sénat compte pour moitié et que le Sénat est dominé par la droite, notre conclusion majeure a été que le gouvernement se débrouillait plutôt bien et qu'il fallait l'encourager. Et donc là, nous avons été, et ça a fait pas mal d'impression, le fait qu'un organe qui soit majoritairement dans l'opposition donne ce satisfecit au gouvernement. Donc oui, globalement, la crise a été bien gérée sur le volet sanitaire, sur le volet économique. Mais où en est la construction de ce monde d'après que nous étions beaucoup à appeler de nos voeux? Est-ce qu'un virage écologiste a été pris? Est-ce que les milliards sur la transition écologique ont été là à niveau? Seulement en partie. Est-ce que vous pensez, pardonnez-moi, est-ce que vous pensez que si on imagine Emmanuel Macron réélu, donc sans enjeu d'une troisième élection, d'une deuxième réélection, pouvez-vous imaginer qu'à ce moment-là, il prendra les engagements forts, notamment en matière écologique, qu'il n'a peut-être pas pu prendre pendant ce premier mandat, crise de Covid exceptée? Premièrement, excusez-moi, qu'est-ce qui empêchait de prendre ces engagements forts dans un contexte où la population était très majoritairement en faveur d'un virage écologiste, sans savoir vraiment ce que ça voulait dire concrètement, et dans le cadre où à la fois le Haut Conseil pour le climat, nommé par Emmanuel Macron, et la Convention citoyenne pour le climat, nommée par Emmanuel Macron, voulue par Emmanuel Macron, désignée par tirage au sort parmi les citoyens, les uns comme les autres appelaient à des mesures fortes, précises, chiffrées, calculées. Au moment où toutes ces mesures sont venues au Parlement, elles ont été lessivées. Lessivées par volonté de la majorité présidentielle, qui n'a pas voulu assumer ce que ça serait, d'avoir vraiment des obligations sur la rénovation des bâtiments, sur le passage à une alimentation moins carnée, sur le remplacement des véhicules de la mobilité à essence par la mobilité électrique plus rapide, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui empêchait à ce moment-là de le faire? Sinon, le courage politique de la majorité présidentielle. Donc il n'y aura pas dans un deuxième mandat potentiel. Alors peut-être maintenant, peut-être que dans un deuxième mandat ça viendra. Certains de mes collègues qui ont une sensibilité écologiste sont restés à La République En Marche dans l'espoir de ce virage. Moi, je ne crois que ce que j'ai vu, et ce que j'ai vu à l'Assemblée nationale, quand il a fallu débattre les dossiers les plus écologistes, quand il s'est agi de prendre des mesures fortes contre les néonicotinoïdes, ces fameux insecticides extraordinairement meurtriers pour la biodiversité, ou contre les pesticides en général, quand il s'agit de prendre des engagements forts pour la cause animale, quand il s'agit de prendre des engagements forts pour le climat,
La majorité présidentielle s'est dégonflée. Les seuls qui étaient prêts à aller jusqu'au bout de ces mesures fortes, c'était les partis écologistes et les insoumis, je dois le reconnaître, même si je partage... Sans mea culpa, il y a quelques semaines, vous ne croyez pas forcément à sa sincérité. Je ne me prononce pas. Peut-être que c'est sincère, oui. Peut-être que ça se fera, oui. Moi, ce que je vois, c'est que pour l'instant, les partis écologistes sont les seuls, exception en fait des insoumis, je vous le disais, à assumer politiquement le coût de ce changement radical. Quand je me demande quels sont les partis dans lesquels je me reconnais, ceux qui sont à la fois vous parlez tout à l'heure de mes deux engagements, l'engagement européen, l'engagement écologiste, les seuls partis qui tiennent la route et qui ne vacillent pas sur ces deux engagements, ce sont les partis écologistes. C'est le pôle écologiste, c'est Génération Écologie auquel je suis rattaché aujourd'hui avec Delphine Bateau, ou c'est Europe Écologie Les Verts, ou c'est Génération.s, et c'est bien pour ça que je les ai rejoints. L'actualité d'Emmanuel Macron, c'est la présidence de l'Union européenne. Attention, soyons sérieux, rigoureux. C'est la France qui préside les conseils européens, ce qui ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron préside le Conseil européen. Le poste de président du Conseil européen est fixe. Ça veut dire que systématiquement, quand il y a les réunions entre ministres de l'Union européenne, c'est le ministère français qui préside les débats. Voilà, en tout cas, il va piloter l'agenda, en tout cas les grands axes, les grandes priorités. Et je le regrette. On aurait pu éviter cette collusion entre le calendrier européen et le calendrier présidentiel. Ça fait plusieurs années qu'on a proposé à la France, que le Conseil européen a proposé à la France de permuter les rôles, parce qu'on voyait que le Brexit allait arriver. Ce n'était pas prévu que la France soit présidente en temps d'élection présidentielle. La France avait la possibilité d'échanger pour que ça puisse se faire après l'élection présidentielle. Le président ne l'a pas voulu et je le regrette. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant les 6 mois qui viennent, il va y avoir une confusion entre présidence de l'Union européenne, présidence du Conseil européen et campagne française, et je le regrette. Son refus n'est sans doute pas fortuit. Y a-t-il, parmi les axes prioritaires qu'il est censé conduire, y en a-t-il un en particulier que vous allez observer avec beaucoup d'attention ? Bien sûr, l'axe écologiste, oui, en priorité. Je prendrai juste un exemple parmi d'autres. L'EFSA, l'agence européenne qui s'occupe de l'évaluation des produits tels que les insecticides, les pesticides, les substances en général dans l'environnement. L'EFSA est critiquée depuis des années pour des pratiques qui n'inspirent pas la confiance, pour le manque de transparence sur les études utilisées, et puis pour le protocole. Le fait qu'on regarde par exemple la réaction de l'environnement ou des organismes vivants à certaines doses, et qu'on n'étudie pas l'effet cumulé des petites doses. Bon, ça a été un débat récurrent sur le glyphosate, sur les néonicotinoïdes et d'autres. Vous trouverez ça dans l'ouvrage de Stéphane Foucard et c'est comment le monde devient silencieux, ou on ouvre un titre comme ça, avec une description technique de cela en 2012. L'EFSA, consciente de ses limitations, a proposé, les experts eux-mêmes, ont proposé aux États européens un changement de leur protocole. Voici un nouveau protocole qu'on propose, qu'on pourrait appliquer et qui permettrait de mieux étudier l'effet des petites doses sur la durée, l'effet cumulé. Voilà 10 ans que cette réforme est bloquée. L'EFSA suggère elle-même cette réforme. Évidemment, il demande un feu vert de la part des autorités politiques. Voilà 10 ans que les États membres bloquent le processus. Il doit y avoir 15 réunions des représentants des différents ministères pour savoir si on fait évoluer ça ou pas. À chaque fois, c'est bloqué. Bloqué pourquoi ? On le voit très clairement. Une évaluation faite par les experts des représentants des lobbies de l'industrie ont été faits. Hein, les Dow DuPont, Syngenta, Monsanto, etc., Bayer, ont évalué eux-mêmes que peut-être 80% de leurs produits seraient bannis avec un tel protocole. Vous imaginez le bouleversement. Le glyphosate, c'est juste un produit parmi beaucoup d'autres. Le bouleversement que ça représente dans les pratiques. Oui, mais dans un contexte de biodiversité qui s'effondre, dans un contexte où on a perdu dans certaines régions d'Europe jusqu'à 2/3 de la biomasse des insectes en même pas 20 ans, on est face à une situation de crise. La vraie guerre, elle est là, si vous me demandez. Bien, bien plus grave que ce qu'on voit pour le Covid. Qu'attendent les États européens pour bouger là-dessus ? Et ça, c'est un sujet parmi d'autres. J'attends que la France soit extrêmement moteur sur ce sujet. Vous êtes et puis, européen. J'attends aussi, et vous allez y venir, je pense,
à ce qu'on parle d'identité européenne. Alors, ce qui nous j'y arrive unit. justement. Vous êtes un Européen viscéral, un fédéraliste militant, mais vous ne pouvez pas être dupe, bien sûr, de ce qui nourrit le désamour d'une partie des Français à l'égard de l'Europe. Cacophonie institutionnelle, bureaucratie étouffante, mise en danger de la souveraineté nationale, et même parce que ça fait le lit des électeurs de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, un sentiment de dépossession culturelle, religieuse, identitaire. Est-il encore temps de sauver le goût d'Europe ? Et si oui, à quelles conditions ? D'abord, excusez-moi, vous parlez de cacophonie. Est-ce que la politique nationale est aussi lisse ? Est-ce qu'on aurait une politique nationale qui va bien et qui est fluide et une politique européenne qui est cacophonique ? Vous me parlez de bureaucratie. Est-ce qu'on a une France dans laquelle la bureaucratie n'est qu'une formalité Non, mais elle se superpose à celle qu'on connaît en France. Donc, en tout cas, ça fait partie des raisons. Ah oui, alors amours. parlons des couches. On a combien d'échelons en France ? Vous me parlez on a les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, parfois les métropoles. Là-dessus, l'échelon national. J'en compte 6. Vous me dites que rajouter un échelon, c'est l'échelon de trop et que tous les autres échelons nationaux qu'on a, ils sont... Vous savez comment qu'au sein de l'échelon européen, on retrouve des strates justement qui elles-mêmes complexifient quand même la décision. La gouvernance européenne est un objet de questionnement aussi, par exemple. Eh bien, venons-en. Et pardonnez-moi, et je reviens quand même, parce que c'est clé, hein. On essaie de comprendre... Où est dans l'identité européenne, excusez-moi, ce qui menacerait l'identité française ? Où est dans l'identité européenne ce qui menacerait les valeurs, les religions qui sont très représentées en France ? Où est dans la laïcité à l'européenne ce qui menacerait la laïcité à la française ? Je ne vois pas. Alors pourquoi 35% des Et Français... quel est le pays historiquement qui a le plus poussé pour l'union de l'Europe ? Le pays de Montesquieu ? Le pays de Hugo ? Le pays de Schuman ? Certes, mais en tout état de cause, aujourd'hui, le pays de Delors, le pays de Simone Veil, 35% des Français sont prêts à voter pour Marine Le Pen ou Éric Zemmour, et l'une de leurs motivations, c'est ce rejet de l'Europe, ce rejet très massif de l'Europe, pour des raisons culturelles, identitaires, religieuses, que sais-je. Pour de fausses raisons, excusez-moi. Mais l'Europe a servi. Bien sûr, mais que dire à ces gens pour redonner, notamment la jeunesse, redonner le goût de l'Europe ? C'est ça ma question en fait. C'est pas les paroles qui vont échanger quoi que ce soit. Ce sont les actes. Quels actes ? Les actes, ça veut dire faire se rencontrer les Européens. Ça veut dire multiplier Erasmus par 10. Ça veut dire un vrai budget de la recherche européen. Pas le budget ratatiné qu'on a vu ces dernières années et que les gouvernements voulaient encore rogner pour y piocher dans le plan de relance. Ça veut dire une Europe forte au niveau de l'industrie. Ça veut dire une Europe qui aide et qui accompagne encore davantage. Aujourd'hui, l'Europe aide déjà beaucoup. Nos agriculteurs, nos syndicats agricoles, trop souvent, rejettent sur l'Europe la responsabilité de tel ou tel règlement. En vrai, sans les aides européennes, notre agriculture s'écroulerait. Ça veut dire aussi punir sévèrement la Pologne, la Hongrie, par exemple ? En aucun cas. La Pologne et la Hongrie, d'abord, sont des grands pays qui ont joué un rôle majeur dans l'histoire européenne, dans l'histoire des idées, dans les guerres. Et de la mathématique. Et de la mathématique. Les mathématiciens polonais, les mathématiciens hongrois ont révolutionné le monde. Enfin, l'histoire de l'aviation, l'histoire de l'informatique, l'histoire du nucléaire, l'histoire de la conquête spatiale, tout ça, ça s'est fait avec des grands savants hongrois, polonais, entre autres. On se souvient de cette blague, la blague qui circulait à une époque dans les milieux, dans le projet Manhattan. Ah, les Martiens existent, ils ont une intelligence surnaturelle, ils parlent un langage que personne ne comprend, ils viennent d'un endroit appelé la Hongrie. C'est une blague qui circulait dans les années 40, dans les années 50. Pardonnez-moi, quand le tribunal constitutionnel polonais remet en cause le principe de primauté du droit européen sur le droit national, l'Union européenne ne peut pas rester les bras croisés. Bien sûr, fermeté, oui, mais quand vous me parlez de punition, l'illibéralisme d'Orbán ne peut pas rester impuni. Bien sûr, mais on ne peut pas juste se contenter de taper sur la Pologne en disant que c'est inadmissible. On ne peut le faire que, d'une part, il faut être ferme par rapport vis-à-vis de Viktor Orban et de ses gouvernements. Et ça veut dire effectivement bloquer certaines aides. Ça veut dire empêcher que la Pologne participe, que la Hongrie participe à ceci ou cela pendant le temps qu'il faut. Mais dans le même temps, il faut insister sur l'importance
d'associer les scientifiques polonais, de financer les initiatives polonaises, de financer les échanges avec la Pologne et la Hongrie. Et je suis fier que l'université Paris-Saclay, par exemple, dans ma circonscription, est un programme d'échange avec plusieurs universités dans le monde, dont ils sont 5 universités à avoir un programme d'échange renforcé, dont l'université de Lund en Suède, dont aussi l'université de Szeged en Hongrie. Et c'est important. Plus la question hongroise, plus la question polonaise est en sujet, plus il est important d'augmenter les contacts entre les forces vives polonaises, hongroises et le reste de l'Europe. Je ne vous parle pas des gouvernements. Je vous parle des jeunes Hongrois qu'on doit accepter, qu'on doit accueillir. Je vous parle de nos jeunes qui doivent aller étudier en Hongrie. Je vous parle des initiatives de recherche, je vous parle d'initiatives de terrain, d'initiatives agricoles, de la façon de porter l'écologie là-dedans et de rappeler dans les discours et de dire à quel point il est inconcevable de construire l'Europe sans la Hongrie, sans la Pologne. Vous qui êtes... Quitte à ce que la construction européenne prenne un peu plus de temps, ça ne me pose pas de problème. Une construction politique, ça peut prendre des siècles. S'il faut attendre quelques années pour être sûr d'avoir l'Europe et la Hongrie bien alignés sur les valeurs et bien comme il le faut, ça ne me pose pas de problème. Et j'espère d'ailleurs qu'un jour nous aurons aussi la Grande-Bretagne ou ses morceaux éparpillés de retour dans l'Europe et que nous aurons même la Russie un jour dans l'Europe. Vous qui êtes la Russie dans l'Europe, la Russie de Poutine dans l'Europe ? Pas forcément la Russie de Poutine, peut-être la Russie de son successeur, mais en tout cas la Russie. Comment imaginer l'histoire européenne sans l'Europe ? Et d'ailleurs on voit que la Russie toute seule, malgré son incroyable force scientifique, technologique, militaire et tout ça, elle est fragile toute seule. Vous qui êtes très attaché aux droits humains, nous allons y venir dans quelques instants, avez-vous une parole claire sur ce que l'Europe doit faire à l'égard des mouvements migratoires ? C'est un objet de cacophonie, c'est un objet justement, c'est un sujet dont se sert copieusement Éric Zemmour comme Marine Le Pen pour dresser justement une partie de la France contre cet accueil des étrangers. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour réconcilier les Français autour de ce sujet ? Premièrement, une question qui doit être traitée de façon communautaire, européenne, et pas comme c'est le cas aujourd'hui avec ce honteux protocole de Dublin qui renvoie la faute des États les uns vers les autres en disant « je ne veux pas m'en charger, je laisse le pays qui est exposé s'en charger » et ainsi de suite. Deuxièmement, je m'associe pleinement à ce que disait par exemple sur cette histoire entre la Biélorussie et la Pologne, et la façon dont la Biélorussie utilisait des migrants comme une arme en les laissant passer, c'est quelque chose d'absolument honteux. Je m'associe pleinement aux déclarations de Yannick Jadot disant on n'est pas là sur des flux migratoires monstrueux, on est là sur des êtres humains avant tout qu'il faut traiter avec humanité, à qui il faut offrir d'abord protection et ensuite voir comment est-ce qu'on les insère au mieux dans la grande Union européenne. Il ne faut pas arrêter de parler de grandes vagues migratoires phénoménales qui viendraient nous engloutir. Les grandes vagues, si elles arrivent, ce seront les vagues qui viendront du fait du changement climatique quand nous aurons des pans entiers de la planète qui seront inhabitables. Ça, c'est quelque chose dans le futur qu'il faut préparer, anticiper, et pourquoi il faut travailler, coopérer entre le Nord et le Sud de façon extrêmement forte. Sinon, ce sera des guerres à un niveau encore plus énorme que ce que nous avons aujourd'hui. Je reviens à la liberté, l'un de vos marqueurs identitaires justement. La crise pandémique a mis en lumière l'état du débat public en France, pollué par l'infodémie, les fake news, le complotisme, l'hystérisation, l'antagonisation aussi des opinions et puis la haine. Et comme l'a examiné votre ami, le philosophe Étienne Klein, l'écoute, la considération, le respect, la nuance ont quasiment disparu du débat public. Et ce climat enflammé par les réseaux sociaux incontrôlables et même manipulé par des cybercriminels d'État aujourd'hui, met concrètement les démocraties et notre civilisation en péril. Comment vivez-vous justement cette transformation très brutale des conditions du débat public ? C'est quelque chose qui est à la fois vertigineux, effrayant, passionnant. On a grandi, vous et moi, dans une époque où la technologie arrivait avec son lot de progrès, de facilité et où on ne le remettait pas en cause, où l'informatique c'était toujours plus en avant, ça ne peut pas faire de mal et où on était prosélyte. Je me souviens, c'était longtemps,
classe de première, j'étais le premier élève dans ma classe à oser utiliser une imprimante, un traitement de texte pour rendre les sacro-saints devoirs de source naturelle. Tous les lundis, on avait ce document très bien léché à rendre, etc. etc. Et j'avais l'impression d'être un pionnier, c'était ridicule, hein, et de porter la bonne parole de ce qui allait nous révolutionner. Et puis ça a continué comme ça. On a vu dans tous nos métiers, que ce soit le journalisme, que ce soit la mathématique, que ce soit les relations clients, on a vu la vague numérique arriver avec toutes ces promesses. Et puis un jour, on s'est mis à déchanter. Et pour moi, le déclic, ça a été en 2017, le jour où à la conférence TED à Vancouver, la TED mondiale, c'est là où vous croisez tous les technosolutionnistes, tous les grands entrepreneurs, les Musk, Bezos et tout ça, le nombre d'exposés et de conférences qui appelaient à se méfier de la technologie, j'en revenais pas. Faites attention, la technologie mange votre temps de cerveau disponible, la technologie ne vous rendra pas heureux, apprenez à déconnecter, faites attention à ce qui va s'enflammer. Et puis on l'a vu monter dans le débat. Rétrospectivement, je me suis souvenu aussi de ces expériences qu'on avait à l'école normale supérieure, début des années 90, quand on était avec d'autres élèves des grandes écoles, parmi l'infime portion de la population à avoir accès à des réseaux sociaux. C'était les forums internes à l'école, c'était les discussions. Et ces forums internes, systématiquement dégénéraient en cacophonie et en bataille rangée, les flame wars, comme on les appelait. Ça en était même incroyable. Je me souviens d'une amie biologiste qui me disait, quand je lui montrais quelques échanges, elle disait « Ne t'approche plus jamais de cet antre de perdition ». C'était un avant-goût, si vous voulez, de ce qui, 20 ans plus tard, allait devenir dans le débat quotidien à l'échelle mondiale. Oui, et on a vu, les nouveaux moyens technologiques n'ont pas apporté systématiquement de la sagesse à l'humanité et on a besoin d'en être conscient. Il y a un apprentissage à faire, collectif, comment se prévenir de ces instincts qui nous poussent à privilégier ce qui enflamme, à privilégier la haine et la division parce que ça marque plus, parce que ça se propage plus, parce que ça nous fait réagir plus. Comme le dirait Dan Kahneman et les économistes des processus cognitifs, c'est notre premier système, le système 1, le système réflexe, qui va dominer le deuxième système, celui de la réflexion. Ça fait partie de notre éducation collective à avoir. Ça va être passionnant. Ces 2 derniers jours s'est déroulé à la Sorbonne, un colloque sur le wokisme, sur la cancel culture, oui, introduit par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Je fais partie de ceux qui auraient aimé que ce colloque ne se tienne pas à la Sorbonne et que le ministre de l'Éducation nationale ne fasse pas l'ouverture et qu'on n'y retrouve pas des polémistes bien connus pour leur côté radical en bonne position. Mais vous ne trouvez pas tout de même qu'il y a un sujet de fond que, au nom justement de la défense vitale d'ailleurs des minorités, on en vient à remettre en cause la parole de la majorité, qu'on arrive finalement à des excès qui tuent le débat, qui antagonisent, qui hystérisent aussi les camps au point où on ne peut même plus dialoguer de manière sereine sur des sujets de fond. Vous ne pensez pas qu'il y a une dérive ? Je prends 2 exemples. Quand vous prenez, ce sont des exemples, et on va voir. Absolument, justement. Mais des exemples comme ça, il y en a, objectivement, on en trouve un très grand nombre. Je ne suis pas si sûr. La polémique contestant aux traducteurs blancs le droit de traduire le très beau poème de la jeune Amanda Gorman, lu lors de l'investiture de Joe Biden, au motif que seul un ou une noire pourrait éprouver l'émotion composée par une auteure noire. Et on peut multiplier les cas. Dans votre domaine, l'université, dans le domaine de la connaissance, on voit des débats qui sont empêchés au prétexte que la parole d'un intervenant ne convient pas aux diktats de certaines minorités. N'est-on pas en train finalement de tuer l'intérêt même, la cause même de ces minorités ? Alors, premièrement, revenons sur quelques instants sur ce cas de la traduction. Si vous avez suivi de près le débat qu'il y avait dans la traduction, vous vous souvenez que l'éditeur n'a pas retiré sa confiance au traducteur ou à la traductrice, je crois, qui était pressentie. Tout à fait, absolument. C'est la traductrice qui, devant le débat, s'en est dessaisie. Oui. Si elle avait, et je ne lui jette pas le blâme, mais si elle avait juste résisté, tenu le coup, avait juste fait abstraction de ses commentaires, le projet serait allé à bout. Ensuite, je vais vous dire, quand vous regardez les statistiques, peut-être qu'il y a beaucoup de cas quand on les regarde individuellement, mais quand vous le replacez dans la somme phénoménale de débats qui se tiennent sereinement, c'est une toute petite minorité. J'avais un échange là-dessus avec des représentants de la conférence des présidents d'université et ils me le confirmaient. Ils me disaient
les cas sur lesquels toute l'attention médiatique se focalise, c'est une infime minorité. Et puis des conférences annulées, c'est pas une invention récente. Enfin, un grand dossier dans les années 90, je me souviens d'avoir assisté à l'École normale supérieure, qui était un endroit, comme c'est normal dans le milieu universitaire, où il y avait parfois de la contestation, une conférence qui devait être prononcée par un cadre du MEDEF, qui a été annulée parce qu'une poignée de militants, des élèves qui avaient un engagement syndical fort, avaient décidé que la conférence ne se ferait pas et sont venus, par leur présence, empêcher l'orateur de parler. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un déni de Qu'est-ce qui s'est passé ? L'orateur a entraîné avec lui au café les quelques élèves qui étaient les plus motivés pour discuter, et ils ont discuté. Est-ce que ça a fait les gros titres de la presse ? Non, mais c'est un signe, c'est pas un symptôme quand même de dérive. Ce que je veux vous dire, c'est que des incidents, il y en a une grande différence entre les incidents d'aujourd'hui et les incidents d'avant. Vraiment, objectivement, c'est qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus amplifiés. Vous avez certains journaux, certains médias qui, tous les jours, vous parlent de wokisme, vous parlent d'écriture inclusive, tenez, vous parlent de débats de société, qui sont des débats légitimes, comme si c'était des polémiques incessantes, envahissantes. Le diktat que vous évoquez, moi, à titre personnel, dans mon activité politique, ça m'est arrivé d'être confronté à des personnes me disant « tu ne devrais pas t'exprimer comme ça » ou « il y a ceci et cela ». Oui. Est-ce que c'est resté minoritaire ? Oui. Est-ce que je me suis senti censuré ? Non. Franchement, on exagère beaucoup trop ce conflit et je rejoins complètement sur ce terrain l'analyse de Michel Viviorca qui, dans son ouvrage analysé, a dit « Ok, il y a une frange très dure d'un côté, une frange très dure en opposition de l'autre. L'un et l'autre sont des alliés objectifs au sens où ils passent leur temps à se taper dessus d'une façon à faire monter le débat et ils occupent une place médiatique bien plus importante que c'est en réalité. Cessons d'en parler autant. » Et ce colloque, si vous me demandez, je suis choqué qu'il soit tenu en Sorbonne comme il s'agissait d'un fait majeur de société. Vous êtes un scientifique, les adversaires de l'écologie brandissent toujours la même arme, la puissance de l'innovation, de la technologie que nous évoquions justement il y a quelques instants, grâce à laquelle, une fois de plus, la science va apporter la solution et tous de dire « cessons de dramatiser ». L'homme de science que vous êtes, partage-t-il leur optimisme ? D'aucuns diront leur aveuglement. Ou au contraire, pensez-vous que peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la science peut échouer à sauver l'humanité ? Vous avez vu Don't Look Up ? J'ai commencé à le regarder hier soir, je me suis arrêté à peu près à la moitié, il était trop tard, et je vais le poursuivre ce soir. Vous avez vu le rôle de composition extraordinaire de celui qui joue le technosolutionniste, ouais, qui est une sorte de mélange entre plusieurs figures, mais il incarne exactement, je dirais, ce que vous évoquez par croyance ou aveuglement, certains diraient une religion. Oui. Une religion qui dit « la science nous sauvera ». Le scientisme. Je suis un scientifique, je suis persuadé que la science fait partie du progrès humain, je suis même persuadé que avoir accès, trouver de nouvelles connaissances, c'est l'une des occupations les plus nobles du genre humain, la réflexion sur les origines, sur l'univers, sur le vivant, et que c'est même une activité à développer aussi en soi, pas seulement pour le but, pas seulement pour le profit qu'on en retire, pour les bienfaits que ça apporte, mais juste parce que la connaissance est une valeur en soi. Mais est-ce que je peux là vous dire, la science va nous sauver ? Qu'est-ce qui nous le dit ? Il y a des sujets sur la science sur lesquels la science échoue depuis si longtemps. Et puis, des révolutions annoncées sur tel et tel dossier, combien on en a vu ? Rappelez-vous, quand les OGM sont arrivés, on nous a prédit monts et merveilles. Ça allait transformer l'agriculture, ça allait résoudre le problème des rendements ou je ne sais quoi. Ok, regardez dans les continents où on développe des OGM à fond, et en particulier dans certains endroits en Asie ou en Amérique. Est-ce que l'agriculture a été transformée ? Non, en tout cas pas en bon. Est-ce que c'est bon pour la biodiversité ? Non, c'est un très petit nombre d'espèces qui sont cultivées. La grande majorité sont soit des variétés tolérantes aux herbicides qui vous encouragent à aller à fond sur les herbicides, soit des variétés qui sécrètent des poisons, qui détruisent la biodiversité aussi. Est-ce que ça a eu de bonnes conséquences ? Non. Regardez les cours en ligne. Quand les cours en ligne sont arrivés, les Massive Open Online Courses, on a dit c'est le nouvel enseignement. Certains grands pontes de la Silicon Valley ont dit, c'était historique, dans 10 ans, il n'y aura plus que 10 universités dans le monde, une concentration, l'enseignement à la papa, c'est fini et tout. Est-ce que la révolution s'est produite ? Non.
Regardez quand la médecine, quand le séquençage génome est arrivé, qu'est-ce qu'on a dit ? Ah, dans 10 ans, on soignera les maladies avant même qu'elles se forment, on détectera sur votre génome à quoi vous allez être exposé, ça va être une révolution. Est-ce que c'était une révolution ? Non. Alors, qu'est-ce qui vous dit qu'une révolution viendrait résoudre le problème des énergies fossiles, résoudre le problème de la biodiversité ? On vous dira, mais on y est toujours arrivé, la science. Non, moi je crois ce que je vois. Et ce que je vois, c'est que depuis 50 ans, la biodiversité, elle s'effondre. Depuis 50 ans, l'humanité extrait tout le pétrole qu'il peut et envoie dans l'atmosphère tout ce qu'il peut. Dites-moi ça, Denis. J'aimerais savoir dans quel camp vous êtes, dans la grande famille des écologistes, dans quel camp êtes-vous ? Dans celui qui considère que l'enjeu écologique est soluble dans le capitalisme, le libéralisme que nous traversons aujourd'hui, ou au contraire ceux qui jugent qu'il est incompatible et que donc la révolution écologique passe par une révolution du système économique et social. Une révolution du système économique et social, oui. Est-ce que ça veut dire abandonner le capitalisme ? Je n'en suis pas sûr. D'abord, force est de constater que les modèles non capitalistes tels qu'ils ont été expérimentés dans le monde, en particulier tous les États communistes, ont été impuissants à résoudre la question écologique, environnementale, et dans certains cas, ça a même été pire. Certains, j'en connais, travaillent justement à chercher des systèmes qui soient équidistants, si vous voulez, entre capitalisme et économie planifiée. Il est certain qu'on ne peut pas résoudre le problème écologiste si on laisse juste les choses se faire spontanément, sans règles. Notre ami Bill Gates, l'un des modèles technosolutionnistes, vous dit « les gens ne changeront pas, la seule chose qu'on peut faire, c'est trouver des solutions technologiques qui permettent d'avoir à aussi bon marché que les solutions polluantes, des solutions non polluantes. » Est-ce que vous croyez vraiment qu'on va pouvoir y arriver ? C'est tellement facile de puiser dans le charbon, il y en a tellement du charbon, le rendement est tellement bon. Vous croyez qu'on va arriver à avoir une économie qui se débarrasse, qui se désintoxique des énergies fossiles sans accorder une prime aux énergies vertes par rapport aux énergies fossiles? Je n'y crois pas. Il faudra qu'il y ait une planification, qu'il y ait une législation, qu'on dise « OK, il y a un coût environnemental qu'il faut mettre, qu'il faut imposer ». Ce n'est pas quelque chose qui vient des principes du capitalisme. Un grand capitaine d'industrie suédois avait dit « Le communisme s'est effondré parce qu'il était incapable de donner le juste prix aux choses. Le capitalisme pourrait s'effondrer parce qu'il est incapable de quantifier le coût environnemental. » Et ça, c'est vrai. C'est le boulot de l'autorité publique que de quantifier le coût environnemental. Et même si on est sur un logiciel capitaliste, c'est un capitalisme qui doit être aménagé. L'ouvrage je recommande deux références. Je sais que vous êtes férus comme moi de références et que c'est bon pour les auditeurs d'en apporter. Le livre de Grandjean et de... je suis désolé, j'ai oublié le co-auteur, mais un livre sur l'illusion de la finance verte, un livre très bien écrit qui démonte tout ce mythe de la finance verte et qui dit tant que ça restera sur le même marché, les obligations vertes et les obligations qui ne le sont pas, appelez-les brunes ou ce que vous voulez, ça ne peut pas fonctionner. Il y a forcément une prime à mettre, que ce soit un marché séparé ou qu'il y ait une prime apportée par l'État pour quantifier ce coût environnemental que personne ne veut payer et qui en fait vient dans l'environnement, vient dans la destruction de la vie, de la pollution, ce que vous voulez. Et puis l'ouvrage de Bill Gates, bon sang, si vous avez un ami technosolutionniste et vous voulez le guérir, proposez-lui de lire cet ouvrage de Bill Gates, Les solutions pour le climat. Bill Gates est un parfait technosolutionniste, sincère, je reconnais, intelligent, il raisonne scientifiquement, il connaît ses ordres de grandeur, il passe en revue tout ce qu'il faut faire pour le changement climatique, il reconnaît que les solutions ne sont pas encore là, il dit là où il y a quelques solutions, là où elles ne sont pas. Par exemple, sur l'agriculture, il dit oui, on a besoin des engrais, c'est très important. Ah oui, mais ça émet plein de CO2. Ah, on ne sait pas faire autrement. Et il veut conclure comment il faut trouver des solutions. Il faut trouver les solutions. On va mettre plein d'argent pour développer la recherche, pour que les solutions émergent. Est-ce qu'on peut jouer l'avenir de l'humanité sur un tel pari ? Moi, j'appelle ça de la croyance irrationnelle. Avant d'arriver à une deuxième partie sur les droits humains, une question dans la grande famille de ceux qui commentent la croissance, qui dissèquent la croissance, qui fustigent la croissance. Dans quel camp êtes-vous ? Les décroissants, les altercroissants, ceux qui sont en faveur de la croissance verte, de la croissance responsable. Où êtes-vous dans ce maquis ? Comme le parti auquel je suis rattaché, maintenant, Génération Écologie, du côté de la décroissance. Décroissance au sens, premièrement, comme le disent des gens comme Éloi Laurent... À laquelle
comme Timothée Parry. À laquelle, justement, Bruno Latour oppose la prospérité. Il s'oppose à la décroissance comme étant justement un levier pour nous tirer vers le bas, finalement. Et il préfère opposer la prospérité, mais pas n'importe quelle prospérité, bien évidemment. Une prospérité pour une terre habitable. Il y a une bataille sémantique ici, il y a une question. Évidemment, le projet derrière la décroissance, c'est la prospérité sur certaines valeurs, sur le fait de pouvoir bénéficier d'un air pur, d'une bonne santé, de solidarité entre les humains, de bons rapports entre les humains et le vivant, d'une planète simplement habitable et joyeuse. Et en ce sens, la prospérité, oui. Mais la décroissance a le mérite, premièrement, de susciter le débat. Et ça a été choisi pour. C'est un mot qui choque, c'est un mot qui, tout de suite, clash. Quand aux dernières manifestations du MEDEF, Université du MEDEF, je suis allé dire « oui, je crois en la décroissance », tout de suite, le débat était là. Il y a eu des remarques des grands patrons qui ont attaqué. Il y en a d'autres qui ont applaudi en disant « voilà, quelqu'un qui met le sujet sur la table, décroissance a le mérite de cliver et de provoquer le débat ». Alors que tous les autres mots, que ce soit la croissance verte, la prospérité, le développement durable, peuvent être détournés, remplacés par effet d'aubaine par quelque chose qui ne sera pas vertueux. Le greenwashing. Et les auteurs, je parlais d'Éloi Laurent, parlais de Timothée Parry, vous trouverez ses conférences en ligne, où justement il a une série de conférences très bien faites pour fustiger le mythe du découplage, comme on l'appelle, decoupling debunked. Découplage, cette idée selon laquelle on pourrait avoir le PIB qui croît indéfiniment et la consommation d'énergie, l'empreinte qui décroît. Ou en tout cas le mythe d'un découplage rapide. Ce sont des gens qui travaillent d'une part sur la vacuité dans l'époque actuelle du PIB pour répondre aux questions de notre temps, et d'autre part sur les grands fondamentaux sur lesquels il faut développer la société. Pour parler de droits humains, je vais prendre 4 cas très concrets et je vais vous inviter à répondre de manière assez concise, bien sûr, à chacun d'eux. Vous êtes fortement mobilisé en faveur de Julian Assange, lequel n'a jamais été aussi près d'être extradé aux États-Unis depuis qu'en décembre, la Haute Cour britannique a annulé une décision qui s'y opposait. Assange est le symbole du sort réservé aux lanceurs d'alerte dans les démocraties. Que signifie pour nos libertés museler et décourager les lanceurs d'alerte ? Lanceurs d'alerte, on ne peut pas assez dire, on ne pourra jamais assez dire tout ce qu'on leur doit. Ce sont des personnes qui mettent en jeu leur emploi pour dénoncer quelque chose qui est immoral, quelque chose qui va contre l'intérêt public, des mauvaises pratiques. C'est dans tous les domaines. Il n'y a pas longtemps, c'était la lanceuse d'alerte Frances Haugen pour Facebook dénonçant « Attention, dans les curseurs, dans les façons de gérer les réseaux sociaux, il n'y a pas assez de barres de contrôle pour empêcher que les discussions s'enflamment. » À une autre époque, ça a été dans l'industrie chimique. Souvenez-vous du rôle majeur joué par certains lanceurs d'alerte pour l'industrie du tabac et pour dénoncer les pratiques indignes que l'industrie faisait sur le cocktail chimique ou pour l'écran de fumée, c'est le cas de le dire, gigantesque qui a été fait. Encore à ce jour, le lobbying des cigarettiers, c'est l'exemple le plus abouti de tous les temps peut-être en matière de lobbying et avec des conséquences dramatiques. J'en parle de façon d'autant plus autorisée que mon père est mort d'un cancer du poumon. On peut parler des lanceurs d'alerte sur les questions de l'expérimentation animale et des images qui ont été dévoilées, qui ont fait progresser le monde entier par rapport à ça. On peut parler des médicaments avec les lanceurs d'alerte pour laboratoire Servier, qui ont joué un rôle majeur et dont le rôle a été reconnu bien longtemps. Alors Assange, ça a été un lanceur d'alerte pour les pratiques de l'armée américaine en Irak, en Afghanistan, aussi pour les activités d'espionnage des États-Unis d'Amérique sur leurs soi-disant alliés. Sur nous, on sait que 3 présidents français successifs ont été espionnés, on sait que tous les contrats d'un montant suffisamment élevé faisant intervenir la France ont été espionnés, disséqués systématiquement par les États-Unis. Et Assange, c'est le symbole d'un journalisme exigeant, extrêmement efficace à travers Wikileaks. Dans ce cas, Assange n'a fait qu'éditer les lanceurs d'alerte qu'ont été Chelsea Manning et Edward Snowden, qui ont risqué l'un et l'autre, plus que leur poste, ils ont risqué leur vie, littéralement. Et encore pour Assange,
quand on voit dans certaines émissions, dans certains talk-shows américains, des personnages publics appelés à l'assassinat d'Assange, littéralement, en disant « je ne suis pas pour la peine de mort, mais une balle dans la tête, c'est tout ce qu'il mérite, et une opération de service secret doit être capable de monter ça », quand on sait que ça a été effectivement un scénario sur lequel a planché la CIA, on voit que c'est bien la vie qu'il a risquée. Donc Assange, il symbolise ça. C'est aujourd'hui un prisonnier politique. Je vous invite à lire la tribune que j'ai écrite récemment dans Mediapart, par exemple, ou l'article que j'ai publié avec François Ruffin dans La Croix sur ce thème. Et ça fait 10 ans qu'il est en situation de détention de fait. Aujourd'hui, dans le genre de traitement qu'on réserve aux terroristes les plus dangereux, 23 heures sur 24 en isolement total dans une prison londonienne, sa place est en liberté. Le 4 décembre dernier, Emmanuel Macron rompait l'isolement diplomatique auquel était soumis l'Arabie Saoudite depuis la funeste affaire Khashoggi et se rendait à Jeddah serrer la main de Mohammed Ben Salman, le prince héritier du royaume dont quasiment tout indique qu'il a commandité au consulat arabe en Turquie l'horrible assassinat de l'opposant. Que vous inspire la démarche du chef de l'État français ? Est-ce la honte ? Est-ce finalement l'application bien comprise de la nécessaire réelle politique au profit des intérêts français ? Et existe-t-il, selon vous, une ligne de crête entre ces deux positions que je présente ? Je ne sais pas ce qu'il y a eu dans la tête et dans le cœur du président, et je veux bien admettre qu'il y a eu, dans son cas, des états d'âme, des dilemmes. Je laisse le bénéfice du doute. Mais pour moi, c'est la honte pour la France. Cette poignée de main à Mohammed Ben Salman. Et on est là sur un dossier avec lequel, oui, des fois c'est une de crête. N'empêche, il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas transiger. Au nom des massacres que la Chine perpètre contre les Ouïghours, contre les dissidents hongkongais ou tibétains, et plus globalement contre tous les opposants au régime totalitaire de Xi Jinping, la diplomatie française doit-elle boycotter les JO de Pékin ? À minima, un boycott institutionnel, comme l'ont annoncé les États-Unis, pour moi, c'est le minimum. Je veux bien qu'on débatte le sujet des sportifs, et on sait que pour les sportifs, c'est parfois de très haut niveau, c'est toute leur vie qui est placée sous le signe des Jeux Olympiques, avec des échéances extrêmement fortes. D'ailleurs, quelque chose qui, franchement, interroge sur le modèle que c'est et sur la façon dont ces sportifs sont soumis à de tels risques par rapport à leur carrière. Donc, je veux bien qu'on puisse débattre du boycott total. Mais à minima, le boycott diplomatique, comme l'ont annoncé les États-Unis, face à un régime qui est aujourd'hui un État criminel. Il faut dire les choses comme elles sont. Et j'espère bien, alors pour Assange, je porte une proposition de résolution avec une quarantaine d'autres députés venant de absolument tous les bords politiques, une proposition de résolution pour que le gouvernement accorde l'asile politique à Julian Assange. En ce qui concerne les Ouïghours, je suis co-signataire d'une proposition de résolution pour reconnaître le caractère génocidaire de ce qui est en cours en ce moment en Chine. Restons au Moyen-Orient, au nom des droits humains bafoués, de la corruption qui a... Pardon, juste un dernier mot. Vous me parlez du boycott des Jeux Olympiques. J'aimerais bien qu'on parle de boycott économique de la Chine. Notre économie est encore tellement dépendante de la Chine. Sans arrêt, il y a tout le temps des cadeaux, des relations, des choses... qui sont des accords qui sont passés avec la Chine. On ne peut pas continuer comme ça. Continuer de traiter avec la Chine au plan économique comme si de rien n'était, c'est pas possible. Les Jeux Olympiques, c'est juste un sujet parmi quelque chose de bien plus vaste. La réponse peut être européenne, elle ne peut pas être domestique. Elle ne peut pas être oui, mais la France nationale. Peut très bien réagir et donner le là politique. Je vous rappelle aussi que la France a été l'un des premiers États, il faut en être fier, à reconnaître la Chine de Mao. Et la relation France-Chine, historiquement, est forte. Qui aime bien, châtie bien. J'en reviens donc au Moyen-Orient, au nom des droits humains bafoués, disais-je, de la corruption qui a vraisemblablement conduit à sa désignation, au nom de l'irrationalité écologique, j'imagine que vous êtes très sensible au sujet, et des dizaines de milliers d'ouvriers tués ou blessés sur les chantiers. Là encore, la France, diplomatique et peut-être même sportive, pour le coup, doit-elle boycotter la Coupe du Monde de football au Qatar ? Vous les appelez des ouvriers, on pourrait les appeler des esclaves, vu les conditions dans lesquelles ils travaillent, avec passeport retiré, avec juste de quoi survivre, et tellement d'accidents de travail et des conditions de salubrité qui sont inhumaines. Je ne suis pas le mieux placé pour parler de football, un sujet qui est extrêmement populaire et dans lequel je suis moins expert qu'un autre.
J'aime bien l'ambiance des matchs de football. Quand ça m'est arrivé d'être au Parc des Princes, je me suis toujours senti bien et dans une bonne atmosphère. Mais Pardonnez-moi, Cédric, vous êtes toujours senti bien à supporter un club de football propriété du même Qatar? Attention à quand vous appelez propriété, je crois que c'est plus compliqué que ça. Maintenant, je ne vous ai pas dit que je supporte particulièrement tel club plutôt qu'un autre. Et oui, ça m'est arrivé d'encourager le PSG, ça m'est arrivé d'encourager tel ou tel autre club. En vrai, je ne suis pas un fan au sens où vous avez des gens qui connaissent bien tous les ressorts, toute l'histoire et tout ça. C'est pas mon truc. Moi, les sports que j'ai vraiment suivis et dont je peux parler pendant des heures, c'est le tennis, c'est le ping-pong dans lequel j'ai eu plaisir à faire de la compétition. Mais le football, c'est juste pas mon truc. Maintenant, le boycott, personnellement, en tant que citoyen, je répondrais oui. On passe à la dernière partie de notre échange et là, on va rentrer davantage dans votre intimité. Et pour mieux vous connaître, comme je l'évoquais en préambule, je me suis replongé dans votre préface du livre consacré à Jean Ferrat. Et vous évoquez les différents Ferrat. Sarcastique, tout en émotion, utopique, artiste, heureux de vivre, dépositaire de l'histoire, contestataire, musicien surdoué. Auquel de ces Ferrat vous identifiez, vous, personnellement, le mieux? Très clairement l'utopique. Celui qui imagine le monde dans lequel on veut être, le monde apaisé. Comme il dit dans la chanson « Un jour des pôles nus où les gens s'aimeront », c'est un poème d'Aragon et il le met en chanson de façon magnifique. Et c'est ça. Alors, j'aime bien dire que les écologistes sont trois grandes familles. Il y a les idéalistes, ceux qui parlent en termes d'utopie. Il y a les naturalistes, ceux qui s'émerveillent devant la beauté de la nature, qui veulent la préserver. Et il y a les ingénieurs, ceux qui calculent, il nous faut, pour vivre durablement, pas plus de 2 tonnes d'émissions par an de CO2 par habitant, pas plus de telle quantité d'eau, il faut avoir telle et telle durée de renouvellement, etc., qui sont en chiffres. Je suis un peu à l'intersection, si on veut, des trois catégories. Mais je pense aujourd'hui, la catégorie qui est la plus demandée, la plus importante, c'est celle de l'utopie dans laquelle on puisse montrer, miroiter une société, un monde dans lequel on sera heureux de vivre, dans lequel sera la réconciliation entre l'humain et la nature, dans lequel on sera en bonne santé. Et cette transition, ça doit passer par la contestation. Prends juste un exemple, passer du modèle du tout voiture au modèle du tout vélo, ou en tout cas dans lequel la majorité des déplacements se fait à vélo. Un modèle de progrès, ça sera un vélo qui sera assisté électrique pour beaucoup, ça sera un vélo dans lequel on se déplacera avec les applications pour nous guider, ces applications qui aujourd'hui nous permettent de prendre les transports en commun dans n'importe quel coin du monde, où que vous soyez, y compris à Zurich, y compris à New York, sans avoir la moindre idée de ce qui se passe. Et ce monde dans lequel les actions de la vie quotidienne, les rapports entre les humains, les rapports avec le vivant seront pacifiés, c'est tellement important de le rappeler. Dans cette préface, vous remémorez la France de l'époque où vous avez découvert Ferrat. Quel rapport entretenez-vous avec la nostalgie? En ce moment, peut-être c'est une époque de ma vie où j'ai tendance à revenir sur ce qui s'est passé. Déjà à l'époque de la médaille Fields, mais j'étais tout jeuneau à l'époque, j'avais 36 ans et quelques. Ça avait été l'occasion, en particulier dans les 6 mois entre le moment où j'ai appris la nouvelle et le moment de l'annonce officielle, tous les mois pendant lesquels c'était secret, ça avait été le moment pour moi de passer beaucoup de temps à me remémorer, repenser à tout mon parcours scientifique. Aujourd'hui, où j'arrive sur la fin de mes années de quadra, et où on commence à se dire, ça y est, on a passé la moitié de son espérance de vie, on repense à tout, à ses premiers enfants, à ses premiers pas à l'école, à ces différentes occasions que sans doute on a vues pour la dernière fois, la dernière fête comme ceci, le dernier voyage comme ça. J'ai tendance à repenser plus au passé qu'avant, aussi à une époque où il y a eu un vrai tournant dans ma vie. Je fais partie de ceux pour lesquels la crise Covid a été un vrai tournant. Le confinement, les vraies bonnes résolutions, le moment où je me suis dit, bon là, il y a ce moment inédit où on a le temps de réfléchir, on se retrouve face à soi, où il faut que je change les choses et sur bien des points, me mettre en
en accord avec mes opinions. Vous savez, on a tous nos contradictions quand on est dans l'engagement politique. Là, au moment où je me suis dit, ça y est, moi qui étais vaguement flexitarien, je vais vraiment devenir végétarien. Moi qui régulièrement encore prenait le taxi en tant que député, je vais vraiment faire ma transition dans les transports. Il m'a fallu encore du temps. Maintenant, le taxi, j'utilise une fois par mois peut-être. Tout le reste du temps, c'est là, je suis venu ici à vélo, à Vélib. Il m'a fallu une demi-heure chrono pour venir ici. Et encore, j'ai dû m'arrêter une fois ou deux pour vérifier que je prenais telle ou telle rue. L'application me prédisait 30 minutes en voiture, 26 minutes en voiture, 30 minutes en vélo. Bon. Il y a quelques années encore, j'aurais fait le trajet en taxi. Aujourd'hui, je l'ai fait en vélo. J'ai fait Vous alignez davantage en fait sur vos... Pour m'aligner, c'était le moment. Les voyages en avion. Il y a eu une époque où j'allais dans 20 pays par an. Cette époque n'est plus. Ou quand j'y vais maintenant, c'est en train. Alors depuis le début, sur les 2 dernières années, j'ai planifié un aller-retour en avion aux États-Unis et c'est le seul voyage que j'ai planifié en avion. Ça, c'est une révolution personnelle aussi. Vous avez une affection toute particulière pour le Ferrat d'Aragon et le texte auquel vous êtes peut-être le plus sensible est les poètes. La poésie est centrale dans votre existence. Je ne sais ce qui me possède et qui me pousse à dire à voix haute, ni pour la pitié, ni pour l'aide, ce qui m'habite et qui m'obsède. Et la poésie devrait être centrale dans nos existences. Elle est bien sûr totalement absente en politique. Comment vous accommodez-vous justement de cette absence ? Je ne sais pas si elle est si absente que ça. Ouais. Dites-nous quand vous avez pu vous en saisir. Vous l'avez D'abord, vu vous avez encore aujourd'hui des artistes, des poètes qui font avancer les choses au plan politique. Tout à l'heure, on parlait de Don't Look Up. C'est-à-dire, c'est pas de la poésie, mais c'est de la fiction. Et vous avez de ces œuvres aujourd'hui, parfois ce sont des ouvrages, parfois ce sont des films, des documentaires qui vraiment font avancer. Je pense à Animal de Cyril Dion. Je pense à ces documentaires extraordinaires qui mettent en scène le vivant. Vous avez vu peut-être La Panthère des Neiges ? Pas encore. C'est extraordinaire. C'est de l'écologie et c'est de la poésie. C'est quelque chose qui vous transforme. Ou je pense à la sagesse de la pieuvre, ce documentaire exceptionnel d'un réalisateur qui vous parle de son amitié naissante avec une pieuvre, littéralement, et de comment il en est transformé. On pourrait en citer d'autres. Pour moi, ce sont des ouvrages qui sont des œuvres tellement empreintes de poésie et tellement importantes pour faire avancer le débat politique. Et je les mets à égalité peut-être avec l'action politique technique dans la façon de faire bouger les choses. Les arts en général et la musique en particulier, la musique est centrale dans votre existence. Ah, je devrais même dire les musiques. Allez, prenons un groupe de hard rock symphonique qui m'est cher, les Finlandais Nightwish, groupe légendaire de hard rock symphonique. Oui. Et le grand album qu'ils ont fait tout autour de l'évolution des espèces et de Darwin. Ça s'appelle Greatest Show on Earth, c'est le titre de leur chanson. Ils ont fait lire des passages de Darwin à un scientifique reconnu. Et c'était une façon de mettre en un récit épique dans la chanson toute cette extraordinaire poésie de la création de la Terre, du système solaire, des espèces. Pour moi, c'est un travail extraordinaire. Et même, vous savez ce qu'ils disent sur l'humain quand ils veulent parler de l'action de l'humain sur Terre. He invented poetry. Il inventa la poésie comme comme peut-être son œuvre la plus aboutie. Vous, chez qui justement la musique est centrale, quand vous constatez que la culture et l'art sont totalement absents du débat présidentiel, et pardonnez-moi, je n'ai rien entendu dans le programme du Yannick Jadot qui donne... Attendez de voir, le programme est en cours. Qui donne une place, un écho justement à la culture. Et j'en participerai en particulier à certaines de ces parties. Vous vous dites quoi, notamment du rapport des Français à la culture ? Finalement, si la culture est absente du débat présidentiel, c'est qu'elle compte très peu pour les Français. La culture, c'est ce qui nous lie. Je l'ai vécu aussi à travers mes ouvrages, quand j'ai publié Théorème vivant, pour parler du métier de chercheur et de ce qu'on ressent. Combien j'en ai eu de gens qui m'ont écrit en me disant « Ah, vous aussi, vous aimez tel chanteur, vous aussi, vous êtes un fan de, tenez, je sais pas, des Zombies, vous aussi, vous écoutez Alain Leprest, etc. etc. »
combien j'en ai entendu qui voyaient ce lien se tisser parce pourquoi qu'on avait des références culturelles communes. On parlait d'Europe tout à l'heure. La culture, si l'Europe n'est pas, si elle n'est pas, quelqu'un a dit, je ne sais plus, un homme politique a dit, si on devait recommencer l'Europe, on commencerait par la culture. Et il avait raison. C'était peut-être Delors, c'était peut-être une autre personne ou peut-être Rocard. En tout cas, une autre époque. Une autre époque. Une autre époque. Faut toujours le porter. Et il y a quelques années, quand j'avais organisé avec mes collègues fédéralistes d'Europa Nova un colloque au Cordelier sur l'Europe telle qu'on la veut, l'Europe de la culture joue un rôle important. Et d'ailleurs, on avait invité des réalisateurs pour en parler. Des gens comme Paolo Branco ou comme comment s'appelle-t-il déjà, ce spécialiste du giallo, le cinéma italien d'horreur, culture, pop culture, etc. Celui qui a fait le syndrome de Stendhal et autres, un grand Dario Argento. Ah oui. Et ceux-là, ils étaient là pour parler de la culture européenne, de ce qui nous lie. On en a marre des discours qui nous disent le grand débat, c'est l'identité de la France, c'est est-ce que le remplacement, c'est ceci, ce qui nous attaque. Ce qui compte, c'est ce qui nous lie. Et où est-ce qu'on va trouver dans nos habitudes culturelles, théâtre, musique qu'on écoute, la musique, qu'est-ce que c'est important, les alcools qu'on boit, qu'on aime partager, les récits, que ce soit des récits religieux ou philosophiques, dans les habitudes alimentaires, c'est tout ça qui nous lie et ça parle de notre cadre de vie, de ce qu'on est et de ce qu'on veut faire ensemble pour avancer. C'est l'heure de conclure, Cédric Villani. Une petite question d'abord. La mathématique vous manque-t-elle ? C'est comme tout. Vous savez, je n'ai pas eu l'occasion de chômer et de m'ennuyer depuis que j'ai délaissé les grands projets de recherche mathématique pour la politique. Quand vous êtes sur un job dans lequel vous apprenez, vous progressez, vous avez l'occasion de faire des choses dont vous êtes fier, je pense au travail que j'ai pu faire pour la déclaration du président sur Maurice Audin et sur la torture en Algérie, une occasion dans laquelle j'ai été très fier de ce qu'il a pu dire au nom de la France. Je pense au travail que j'ai fait pour participer à la réforme de l'Office parlementaire scientifique. Je pense au travail que j'ai pu faire sur l'intelligence artificielle ou sur la cause animale. Ce sont des choses où je dis, ça justifie le fait que je sois allé en politique et que j'ai consacré tant d'énergie. Maintenant, je n'ai pas abandonné la mathématique au sens où je continue à discuter avec les mathématiciens, à participer à des colloques, à discuter avec des thésards, à faire des cours. À l'occasion, il n'y a pas longtemps, j'étais à Zurich pour une série de cours, des conférences destinées à l'ensemble des étudiants scientifiques. Et j'ai été impressionné par les quantités d'étudiants qui venaient de toutes sciences confondues assister à cette conférence où je parlais de physique mathématique, où je parlais de grands problèmes ouverts. 3 heures trois sessions, dont une plus spécialisée pour mathématiciens. J'ai vu en préparant ces cours que les réflexes, en tout cas, sont toujours là pour savoir ce qui se fait. Les réflexes aussi d'interrogation de mes pairs sur où en est l'état de l'art, et où j'ai pu constater que les grands problèmes ouverts qui m'ont fait vibrer quand je faisais ma thèse et plus tard quand j'obtenais la médaille Fields, ceux qui m'ont le plus passionné, ceux que je n'ai pas résolus, sont toujours ouverts. Et je me dis que peut-être un jour je m'y remettrai. Quiconque vous a connu avant d'entrer en politique se pose la question, le Villani d'aujourd'hui est-il le même que le Villani d'hier? Ce qui le constitue intrinsèquement est-il compatible avec les règles implacables de la politique? Et là, je reviens à Ferrat. Ferrat disait, vous disiez de Ferrat qu'il n'était pas à sa place dans les années 80. Vous-même, êtes-vous à votre place en tant qu'homme politique en 2022? En tout cas, persuadé d'être sur un créneau, l'alliance sciences politiques dont le monde a plus besoin que jamais. Ça convaincu. Pas forcément avec les codes de la politique d'aujourd'hui, des réseaux sociaux, des expressions polémiques et des phrases qui déchirent ou qui choquent pour se faire entendre. C'est pas ma spécialité, c'est pas quelque chose dans quoi je suis bon. Peut-être vous me direz comme c'était le Falstaff dans le film dans l'adaptation de la pièce de théâtre de Shakespeare, adaptation par Orson Welles. Orson Welles disait c'est un personnage qui n'est pas à sa place, il est trop naïf et il est pas dans son époque. Peut-être on me dira j'ai gardé des codes, enfin l'illusion qu'on peut débattre de façon respectueuse, sans gros mots et sans invective. L'illusion d'une certaine naïveté, on dira c'est comme ça.
Je continue avec, il y a un mot qui me caractérisait, je pense, à l'époque, et qui me caractérise toujours, c'est la sincérité. L'engagement, le fait que je me plonge dans les dossiers de façon passionnée et en lisant, en dévorant, en creusant encore et encore et en me demandant où est mon devoir et avec la curiosité, la même curiosité qui me caractérisait. Merci, Saïd Vellani. Merci à vous, Denis Lafay.